1998, en Belgique, un certain Marcel s'apprête à dévoiler au grand public l'existence d'un réseau pédocriminel. Pour preuve, en sa possession, il a un CD-ROM, l'ancêtre de la clé USB. Et celui-ci contient des contenus des plus abjects. Sur ce CD-ROM en question, ni musique, ni cinéma. Plusieurs centaines d'images pédopornographiques. 472 précisément. Des images qui remontent pour certaines à des dizaines d'années en arrière. Des viols d'enfants, de bébés, des mutilations et même des tortures. Sur des clichés, on peut même apercevoir une petite fille au visage complètement dévisagé par les coups. Pour Marcel, il est alors évident qu'il existe un réseau de pédocriminels qui produit, diffuse et consomme ces images. Pourtant, c'est lui, vous le verrez, qui finira en prison, car ce soi-disant chasseur pédocriminel cache lui aussi un passé plutôt sombre. Il faut dire que son combat de pédocriminalité ne plaît pas à tout le monde. Vous pourrez vous poser comme question, et ce serait évident pour vous, dans quel monde nous vivons? Un monde malheureusement où le pire est commis, où on ne peut faire malheureusement confiance à personne, ni même, vous le verrez, à la justice. Vous le verrez, je dis pas ça comme ça, dans cette vidéo, les enfants sont laissés constamment en danger. Pire, ils sont mis volontairement entre les mains de prédateurs. Et étrangement, ce sont des affaires dont on n'arrive jamais vraiment à avoir la fin. Comme pour l'affaire que j'ai traitée récemment sur l'orphelinat de Jersey, on salue évidemment comme toujours le travail de Karl Zero à ce sujet, sur lequel on n'aurait évidemment pas pu faire cette vidéo. À la une du journal L'Humanité en février 2000, la découverte d'un CD-ROM avec de sombres images pornographiques destinées à la revente sur le net. L'opinion française est complètement sous le choc. Pourtant, en Belgique, la justice, elle, détient déjà l'information depuis 1998. Depuis 2 ans maintenant, Marcel Vervlozen a révélé son existence et dénonce un important réseau de pédocriminels. Ce Belge est à la tête de l'association Morkoven. L'association se donne pour but de rechercher les personnes disparues et de défendre les personnes victimes de discrimination au sens large, par tous les moyens nécessaires. Orphelin, placé en institution, il a lui-même subi la misère et la maltraitance durant son enfance. Assez provocateur, il n'hésite pas du tout à traquer les pédocriminels et à les piéger avant de les dénoncer aux autorités. Sur le CD-ROM qu'il a remis à la justice belge l'année 1998, des clichés sur lesquels on voit des enfants violés et torturés. Et il existerait apparemment une dizaine de CD-ROM au contenu similaire. Dites-vous que cela fait au total 8000 fichiers pour presque 450 enfants différents. Des fichiers destinés à être commercialisés sur internet à un public de prédateurs prêts à mettre le prix. Et pour lui, ça ne fait pas de doute. Ces fichiers sont en réalité un catalogue de vente d'enfants réalisé par des prédateurs pour d'autres prédateurs. Un catalogue qui s'échange sur internet dans la plus grande des discrétions contre des sommes en rondelettes. Les dossiers du fichier sont nommés par thématique. Viol d'enfants, frapper un enfant de 6 ans, etc. Je vous passerai les détails, c'est inhumain. Mais alors, comment, vous allez vous demander, ce fameux Marcel a-t-il lui-même mis la main sur ces fichiers sordides? Il faut dire que les autorités ont eu du mal à prendre sa version au sérieux. Un réseau organisé de pédocriminels qui enlèvent et vendent les enfants sur internet? Non, pour eux c'était complètement du délire. Fin 98, internet est une technologie encore récente et méconnue de brigades anti-criminalité. On a du mal à croire à cette époque que la toile puisse se servir de lieu d'échange pour des fichiers criminels, qu'elle puisse être même le lieu d'un crime. Et puis, après tout, qui sont ces enfants? S'ils ne sont pas citoyens belges, que peuvent faire vraiment les autorités avec ces fichiers? Marcel, lui, recherche un visage bien précis parmi les enfants, celle du petit Manuel Shadwell, disparu en 1996 à Berlin alors qu'il prenait le métro pour rentrer à l'école. Ce sont les parents de Manuel qui, sans réponse de la part des autorités, sont venus le chercher pour enquêter. Une affaire de disparition qui l'a justement conduit tout droit dans des bars de Berlin dont la clientèle est constituée principalement de pédocriminels. Au cœur de ce trafic, plusieurs bars. Et ce n'est pas la première fois que Marcel dénonce des activités qui s'y déroulent. Dites-vous que par le passé, il a déjà fait tomber un réseau au Portugal en remettant aux autorités une cassette vidéo intitulée Madère. En sous-titre, il avait mentionné « vie d'enfant ». Sur la bande, on y voit 3 pédocriminels racoler des jeunes garçons sur les plages du Portugal, avant de les conduire dans les chambres d'hôtel pour s'adonner à leurs pratiques criminelles. Toujours face aux caméras qui enregistrent tout. C'est dans ce réseau alors de bars berlinois que Marcel s'infiltre. Et alors vous allez me demander quelle va être sa technique pour s'infiltrer.
Eh bien en fait, il se fait passer pour un prédateur en quête de chair fraîche afin de mettre les pédocriminels en confiance et évidemment obtenir beaucoup plus d'informations. La piste alors de Manuel Shadwell le conduit à un certain Robbie Vanderplaken. Prostitué à l'âge de 12 ans par un réseau criminel, il est maintenant passé du côté des rabatteurs. Manuel interroge Vanderplaken qui admet connaître Manuel. Par contre, il pensait que Manuel était plus vieux. Pour lui, 14 ans, c'est un peu trop tôt pour se prostituer. Il reconnaît aussi l'existence de tournages de films hard et admet que la vie des enfants est parfois mise en danger pour ces tournages. Mais tout de même, il n'existe aucun snuff movie où l'on verrait la mise à mort d'un enfant. Il ne faut pas exagérer, ce ne sont pas des monstres. Ce sont juste des films qui sont réalisés sur mesure pour des commanditaires. Il faut compter pas moins d'1 million de francs belges de l'époque pour une bande personnalisée, soit l'équivalent aujourd'hui de 25 000 euros bruts, sans prendre évidemment aussi en compte l'inflation. Puis, les photos sont diffusées plus largement sur internet pour plusieurs centaines d'euros le cliché, l'équivalent de 250 euros pour les fichiers les plus soft, 450 pour les pratiques les plus hard, histoire d'optimiser les bénéfices sur les images. Mais ce que Robbie ne sait pas pendant qu'il confesse tout cela à Marcel, c'est que d'autres membres de Morkoven enregistrent tout à son insu à la table de derrière. Et en observant la scène, ces membres dissimulés remarquent aussi un étrange manège. Un inconnu prend des photos de Vanderplaken et Marcel. Après son entretien avec Robbie, Marcel et les autres membres de Morkoven décident alors de suivre l'inconnu. L'homme n'est autre que Gerrit Ulrich, un vendeur ordinaire de 49 ans. En réalité, c'est l'amant de longue date de Robbie. Marcel aborde alors très vite Ulrich et l'informe que la recherche du jeune Manuel l'a conduit à lui. 2 jours plus tard, Ulrich appelle le Belge tard dans la nuit et l'invite chez lui. Il accepte de le recevoir dans son appartement situé à Zandvoort, en Hollande. Le 11 juin 1998, alors, quand Marcel arrive chez Ulrich, lui est déjà complètement ivre. Marcel nous décrit l'appartement comme luxueux et plutôt moderne. Dans le bureau, 5 ordinateurs sont branchés en permanence pour administrer une messagerie électronique se prénommant Apollo, mais aussi pour réceptionner les nombreux virements venus des 4 coins du globe sur des comptes bancaires. Ulrich confie à Marcel qu'il est au cœur d'un réseau international de pornographie infantile. Les clients se connectent, paient une certaine somme en guise d'abonnement et ont accès à des dizaines de milliers de photos illégales. Plus surprenant, il remet à Marcel un CD-ROM qui contient plusieurs centaines de photos, mais aussi d'autres CD-ROM qui contiennent les noms et coordonnées bancaires des clients d'Apollo. On ne sait pas vraiment pourquoi là, il décide de tout avouer à Marcel. Est-il atteint du sida avec quelques mois maintenant à vivre devant lui ? On comprend pas trop. Se sont-ils menacés par d'autres membres et cherchait-il une protection par ses aveux ? Ou Marcel l'a-t-il fait chanter en le menaçant de le livrer à la police ? Bon, pour l'instant, on n'a aucune idée. Il n'en reste pas moins que Marcel réussit à mettre la main sur ces images, mais il n'a en sa possession qu'une partie de tous les fichiers qui existent. Malheureusement, un seul CD-ROM parmi des dizaines, qu'il remet d'ailleurs à la police néerlandaise. Après en avoir fait une copie pour, dit-il, les archives de son association Morkoven, en parallèle, Ulrich s'enfuit à Lyon où il l'appelle pour livrer sa cachette. Dans son appartement à Zandvoort, sous le plancher, sont dissimulées des milliers d'images pornographiques, mais aussi des vêtements ayant appartenu à certaines victimes. Ulrich, lui, s'enfuit ensuite en Italie à moto avec son amant, Robbie Vanderplaken. Quelques jours plus tard, le 20 juin, le corps d'Ulrich est retrouvé dans une forêt près de Pise, et Robbie, principal suspect, est arrêté par la police italienne. La police néerlandaise, elle, établit alors un fichier des portraits des victimes à partir des images des CD-ROM. D'ailleurs, j'envoie une très grosse pensée aux enquêteurs qui ont été obligés de regarder ces contenus complètement abjects pour venir en aide finalement aux victimes et rendre justice. Marcel visionne aussi les images, toujours à la recherche de Manuel. Mais le jeune disparu n'apparaît sur aucun fichier et reste encore introuvable. Il remet ensuite un exemplaire du premier CD-ROM à la police belge et espère l'ouverture d'une enquête. Mais en Belgique, la justice ne se sent pas concernée par ces enfants non identifiés. Il faut dire qu'en 1996, soit 2 ans plus tôt, l'affaire Dutroux a divisé déjà le pays. Cet électricien au chômage, âgé de 40 ans, est arrêté par la police belge. À son domicile de Charleroi, la police découvre des vidéos pédopornographiques d'une extrême violence. Dans un bunker souterrain qu'il a construit lui-même, on retrouve 2 adolescentes.
Les jeunes filles avaient disparu depuis plusieurs semaines. Au domicile principal de Dutroux, ce sont les restes alors enterrés de 2 fillettes de 8 ans qui sont exhumées. Capturées et séquestrées par Dutroux, l'enquête prouve qu'elles sont mortes de faim pendant qu'il purgeait une peine de prison pour vol de voiture. Inculpé alors grâce au témoignage de 2 victimes retrouvées en vie, il avoue le meurtre de 2 autres fillettes en 1995. Aucune enquête alors n'est menée sur le contenu de ces cassettes retrouvées à son domicile. Pourtant, en 1998, ce sont 2 autres corps de jeunes filles qui sont retrouvés, assassinés par Dutroux après avoir été accusés. À ce moment, l'instruction relève que la police détenait bien ces images de ces 2 victimes, ce qui aurait pu faciliter donc leur recherche. D'autant que le monstre n'est pas inconnu des services de police. Dutroux a déjà été emprisonné pour le viol et l'enlèvement de 5 jeunes filles au milieu des années 1980. Sa mère, dites-vous, avait même prévenu à plusieurs reprises la police de la dangerosité de son propre fils. Un indicateur avait aussi informé la police en 1993 que Dutroux projetait d'enlever et de vendre des jeunes filles, et qu'il construirait aussi un bunker pour les séquestrer. Mais lorsque les enquêteurs se sont rendus chez Dutroux, il leur a juste dit qu'il installait un système de drainage. Et ça a tout bonnement suffi aux enquêteurs pour ne pas chercher plus loin. Encore pire, lorsque la police l'arrête chez lui en 1995 pour vol de voiture, les agents entendent des cris d'enfants. Dutroux trouve l'excuse alors que ce sont simplement des jeunes filles qui jouent dans la maison, et les enquêteurs, encore une fois, sont satisfaits de la réponse et ne font rien. En fait, il s'avère que le prédateur est en contact avec des gens très haut placés de la bonne société belge, notamment avec un certain Michel Nioul, réputé pour organiser des soirées pimentées. Michel Nioul, lui, se dit victime. Homme d'affaires, il connaît des gens haut placés et accuse la justice alors de faire de lui le coupable parfait. Dutroux serait-il alors le rabatteur d'un réseau de pédocriminels haut placés? L'opinion de la Belgique alors est divisée. Ceux qui pensent que Dutroux protège un réseau de prédateurs sont appelés alors les comploteurs. Un numéro d'appel gratuit et anonyme permet alors aux autorités de récolter de nombreux témoignages, des témoignages de victimes. Parmi elles, certaines disent avoir été livrées par leurs propres parents pour de l'argent. D'autres ont été enlevées dans la rue pour satisfaire les appétits toujours croissants des criminels. Des témoignages glaçants qui parlent d'un réseau de prostitution, de tournage, d'images pornographiques. Les films seraient des commandes personnalisées pour de riches consommateurs très haut placés. D'autres films sont tournés pour une diffusion plus large sur des réseaux. Certains, à leur témoignage, parlent de véritables parties de chasse durant lesquelles on force les enfants nus à être les proies. Les témoignages des victimes concordent alors. Ce sont les mêmes lieux qui reviennent et exactement les mêmes noms. Les appels sont nombreux et la Belgique tremble. Le royaume est au bord de l'implosion. Il faut dire que là, ça arrange beaucoup de monde que Dutroux soit condamné comme un prédateur isolé. Alors, on ne cherche pas trop à savoir s'il existe, ou non, ce soi-disant réseau de pédocriminels. Le juge chargé du dossier est pourtant considéré par le peuple comme un véritable héros qui ose s'en prendre aux puissants. Mais il va finir très vite par être démis de ses fonctions. Des manifestations alors sont organisées dans le pays entier pour protester contre cette décision. Les Belges veulent la vérité et la justice sur l'affaire Dutroux. Mais la justice fait tout pour le faire passer pour un chasseur solitaire. Il s'agit pour elle de crimes isolés commis par un prédateur qui agit seul. En aucun cas le produit d'un réseau organisé. En 2004 alors débute son procès. 5 semaines pendant lesquelles l'opinion se déchire entre le fait que ce soit un rabatteur ou un prédateur solitaire. Les parents des victimes, eux en revanche, soutiennent fortement la thèse du réseau. Il n'a pas pu faire ça tout seul. Le seul fait certain, c'est que les enfants ont été séquestrés chez Dutroux. Lui affirme que l'enlèvement des filles était bien destiné à servir un réseau, mais il refuse de le dénoncer. Dutroux est reconnu alors coupable d'assassinat, de viol sur mineurs, de séquestration et d'association de malfaiteurs, mais aussi de trafic de drogue. Condamné à la prison à perpétuité, il purge toujours sa peine actuellement à la prison de Nivelles, en Belgique. Nioul, lui, est reconnu coupable de trafic de drogue et d'humains, mais il est acquitté pour les enlèvements d'enfants. Seuls alors les prédateurs protégés par le silence de Dutroux sont satisfaits de cette décision de justice. C'est dans ce contexte de l'affaire Dutroux que Marcel révèle alors l'existence des CD-ROM de Zandvoort. La justice n'est pas prête à encore entendre parler d'un supposé réseau pédocriminel. Comme pour l'affaire Dutroux, pour elle, il ne s'agit que d'une collection de fichiers d'un prédateur solitaire, Gerrit Ulrich.
D'ailleurs, on ne connaît ni l'identité ni la nationalité des enfants qui apparaissent sur les images. Pourquoi alors enquêter pour des enfants dont on ne sait même pas s'ils sont des ressortissants belges? Pourtant, même si l'on ne connaît pas leur identité, il n'en reste pas moins que ces enfants existent réellement. Où sont-ils? En parallèle, le fichier de portrait établi par la police néerlandaise circule. De nombreux journalistes intéressés par l'affaire demandent à le consulter, ce qui permet d'ailleurs de faire éclater très vite l'affaire en France, 2 ans après la première alerte donnée par Marcel à la une de l'Humanité en février 2000. Sur le papier du magazine s'étalent les portraits des enfants qu'on retrouve sur les CD-ROM. L'opinion est évidemment bouleversée par ces images abominables. Mais encore une fois, qui sont ces enfants? Et où sont-ils? Qu'est-ce qui est fait pour les retrouver? Rien. À son tour, c'est le Figaro qui s'empare de l'affaire et fait sa une sur la possible existence d'un réseau pédocriminel. Sous la pression alors médiatique, le ministre de la Justice de l'époque, Elisabeth Guigou, s'exprime en direct au journal télévisé de France 3. La police et la justice ne peuvent rien faire, puisque ce sont seulement des photos de visage. Ce qu'il faut là, c'est faire un travail minutieux pour comparer ces photos aux images du CD-ROM que nous ne possédons pas. Le CD-ROM en question, qui je vous le rappelle, est en possession de la justice néerlandaise. À ce caméra, la ministre lance aussi un appel à ceux qui possèdent des copies pour qu'ils les livrent à la justice. Mais par ces mots, elle reconnaît bien que le ministère possède le fichier de portrait des victimes. Pourquoi ne pas alors demander l'ouverture d'une enquête? Yvonne Talek, procureure au parquet des mineurs de Paris, va jusqu'à soutenir que les enfants ont été photographiés avec leur consentement et celui de leurs parents. De plus, il s'agit de photos dont certaines datent des années 1970 et 1980. Ce ne sont alors probablement que des reproductions d'anciennes photos téléchargées des centaines de fois sur Internet. Pour lui, c'est clair qu'il faut minimiser la portée de l'affaire. Et puis, de nombreux enfants qu'on retrouve dans les portraits ne sont même pas français. Mais son discours, heureusement, ne convainc personne. Les journalistes et l'opinion s'interrogent. Déjà, comment peut-il connaître la nationalité des victimes, alors qu'elles ne sont même pas encore identifiées? Aussi, comment peut-il affirmer que les parents étaient consentants? Comment est-ce juste possible là de dire un truc pareil? Et quand bien même ces enfants auraient été livrés volontairement par leurs parents à des prédateurs, est-ce que cela minimise le crime? Honnêtement, je crois pas. Plus incompréhensible encore, la justice française détient une copie du premier CD-ROM depuis 1 an déjà, avant que le journal L'Humanité ne fasse sa une. Marcel l'avait envoyé en recommandé au président de la République, Jacques Chirac, qui l'a fait suivre au ministère de la Justice. C'est incompréhensible. On dirait que personne ne veut les sauver. La presse cherche alors à contacter le ministère en question pour l'interroger à ce sujet. Certains journalistes sur l'affaire ont aussi remis des agendas, des listes d'adresses du réseau de Ulrich et de nombreux relevés bancaires. Mais la justice ne démord pas. Ce serait un simple carnet d'adresses privées sans intérêt, rien qui ne permet d'affirmer que ce sont des membres d'un réseau criminel. Mais des centaines de demandes affluent pour demander à consulter le fichier de portrait. Des enquêteurs privés, des pédiatres et des familles, à la recherche de leurs proches disparus. De nombreux parents alors reconnaissent leur enfant parmi les centaines de portraits. Le docteur Spitz, un pédiatre, consulte le fichier au cas où il pourrait aider à identifier des enfants. Il reconnaît 2 jeunes patients parmi les portraits. 2 patients qui se plaignent justement d'être sexuellement abusés. Pendant les consultations médicales, ils disent au pédiatre que pendant des abus, il y a des messieurs qui prennent des photos. Sur les dessins que le docteur leur fait faire, ils dessinent des caméras. Malgré la dénonciation du pédiatre aux services sociaux, ces témoignages n'ont malheureusement pas été pris au sérieux. Et face aux demandes croissantes de consultation, la justice autorise alors sa consultation publique en gendarmerie, pendant à peine quelques semaines. Mais assez pour que de nombreuses familles en quête de réponse reconnaissent leurs enfants parmi les visages. En tout, 81 mineurs sont reconnus par leurs proches, dont des proches de 2 des disparus de l'Yonne. Ces jeunes femmes, au moins 8, ont disparu entre les années 1970 et 2000. C'est un certain Émile Louis qui est mis en cause dans ces disparitions. Et certains de ses déclarations sur d'éventuels réseaux laissent planer le doute sur le but des enlèvements. Jugé en 2004, il est condamné en tant que prédateur solitaire à la réclusion criminelle à perpétuité. Mais comment alors expliquer que 2 des disparus sont identifiés sur le CD-ROM de Zandvoort?
Plusieurs autres disparitions des enfants présents sur le CD-ROM font déjà l'objet d'enquêtes individuelles. Mais la justice doute des reconnaissances des familles et affirme qu'il s'agit d'erreurs ou bien de sosie en rattachant les portraits à des identités d'autres enfants. Pourtant, une mère reconnaît son enfant sur 2 clichés. Mais on lui soutient que ce n'est pas lui. Alors ce ne serait que des erreurs de proches et des sosies? C'est quand même très gros. Même les contre-expertises, dites-vous, demandées par les parents, sont refusées. Moi qui déteste vraiment les gars l'injustice, ça me rend complètement fou et j'imagine que ça a dû rendre les familles dans un état pas possible. En 2003, la justice française ordonne un non-lieu, soit 81 familles en détresse à qui on refuse l'enquête. Encore pire, certaines des victimes sont laissées entre les mains de leurs abuseurs. Car certains enfants sont encore entre les mains, oui, des personnes qui les prostituent. Leurs tuteurs légaux, leurs parents, leurs ravisseurs. L'association Innocence en danger tente alors de faire bouger la justice et demande à s'entretenir avec le procureur au parquet des mineurs. Mais Yvon Talec fait comprendre à l'association qu'il faut qu'elle cesse de s'acharner, jusqu'à ce qu'un rapporteur spécial de l'ONU soit informé de l'affaire et dénonce les représailles que subissent certaines familles. Il demande même la mise en place d'une commission d'enquête indépendante. Mais encore une fois, vous l'aurez deviné, rien n'y fait. La justice française refuse absolument de considérer la piste d'un réseau organisé et l'affaire Zandvoort n'existe pas. Ce ne sont que apparemment des fantasmes sordides des journalistes en mal de sensations fortes pour leur une. Yvon Talec est formel, il n'existe pas de réseau de ce genre. Et voici ce qu'il va dire exactement. En tout cas, on n'en a jamais démantelé en France. Alors, pourquoi ça existerait ? Ces propos sont d'autant plus choquants que des enquêtes ont déjà fait tomber des réseaux. Mais le problème de l'affaire Zandvoort, c'est la nature de la scène de crime, Internet. Les autorités ne sont pas du tout informées en fait à la criminalité en ligne. Pour eux, elle n'existe pas du tout. Aucune législation, aucune réglementation. En gros, aucun chiffre, aucune étude sur la pédocriminalité, encore moins sur Internet. La justice affirme alors être incapable d'agir. L'ordonnance alors de non-lieu est rendue en 2003 par la justice française et l'affaire est enterrée. Mais en 2004, le procès de Marc Dutroux relance les rumeurs sur l'existence de ce réseau. Puis en 2005, un procès où 5 des victimes sont des enfants résidant à Zandvoort. Mais la justice, encore vous l'aurez deviné, ne réagit absolument pas à cette coïncidence. Et le dossier des CD-ROM de Zandvoort reste encore une fois classé sans suite. Pour couronner le tout, Marcel, l'homme qui a révélé, vous savez, l'existence de l'affaire, est condamné en 2008 par la justice belge. La même à qui il avait demandé d'enquêter sur ce catalogue de d'enfants. Car en essayant d'attirer l'attention des médias sur l'affaire Zandvoort, c'est sur lui qu'il a attiré l'attention. Certains journalistes ressortent son passé de criminel récidiviste avec un casier judiciaire qui remonte à 1970. En novembre 1979, cambriolage, faux en écriture, escroquerie, extorsion, sur mineurs et tentative d'incendie criminel. Interné alors en hôpital psychiatrique, il y a fait plusieurs séjours pendant le reste de sa vie. En 1982, il est à nouveau condamné pour avoir créé un service d'ambulance illégale. En mars 1985, il est alors reconnu coupable d'avoir fait des chèques sans provision pour un montant de 96 000 francs belges, soit 2 400 €, et pour fraude aux allocations de chômage. Libéré sous contrôle judiciaire, il crée une emprise d'aide aux personnes en difficulté sociale ou matérielle. Mais en 1986, il est reconnu coupable de menaces, d'escroquerie et de mise en scène d'une fausse alerte à la bombe. À sa liberté en juillet 1989, un rapport de service alors en psychiatrie est mené. Celui-ci le qualifie de fantaisiste et indique qu'il affichera probablement toujours un comportement imprévisible. Enfin, il est aussi condamné à 2 ans de prison pour tentative d'extorsion. Il aurait en fait tenté de soutirer des fonds à un pédocriminel en le faisant chanter. Quand la justice belge l'inculpe en 2008, c'est au motif qu'il détournerait les objectifs de son association. Pire, un des enfants de sa famille l'accuse de l'avoir agressé sexuellement. Les perquisitions à son domicile révèlent qu'il détient en fait de nombreux documents pédopornographiques. Il écope pourtant bien de 3 ans et demi de prison pour viol d'enfants et détention d'images pédopornographiques. Lui clame son innocence et l'a toujours clamé. D'ailleurs, il a des alibis pour certains des crimes qu'on cherche à lui attribuer, et des alibis assez solides, puisque pour l'un d'entre eux, il était tout simplement hospitalisé.
Il se dit victime alors d'un complot dans le but de le faire taire concernant l'affaire Zandvoort. Pour lui, c'est évident que la justice belge préfère le condamner par peur de révéler la vérité sur ce réseau énorme pédocriminel. Il soutient même que les plus hauts responsables du ministère de la Justice savent pertinemment qu'il est innocent. Pour lui, sa condamnation alors est une grave erreur judiciaire qui aura de lourdes conséquences quand elle sera révélée. Il déclare « Le gouvernement a déjà trahi le peuple une fois. S'il échoue à nouveau cette fois, ce sera une crise politique. » Le journaliste de l'Humanité, qui révèle l'affaire Zandvoort en 2000, doute lui aussi de la culpabilité de Marcel. Même l'une des victimes présumées avoue finalement avoir produit un faux témoignage. Marcel, pourtant, est le seul condamné dans le dossier Zandvoort. Je suis assez curieux les amis de savoir ce que vous en pensez de cette histoire dans les commentaires. Je prendrai une petite pause pour vous lire. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous pensez que Marcel a été condamné pour protéger des personnes haut placées? C'est vrai que la prévention des agressions sexuelles est très tardive, trop tardive. On a pu le voir récemment en ce qui concerne l'orphelinat de Jersey, la vidéo que je vous ai fait, où de nombreux enfants n'ont pas été écoutés quand ils se sont plaints d'agressions. On peut aussi trouver durant les années 1980 des émissions de télé qui laissent la parole à des hommes adultes vanter les rapports sexuels avec des enfants. Sans parler des artistes, des réalisateurs en couple avec des adolescents. Quant au criminel lambda qui a le malheur de se faire attraper, il est souvent mis en prison sans soin et récidive quand ils sont à l'extérieur. Pourtant, aujourd'hui, les études montrent que les pédocriminels ont souvent été eux-mêmes agressés dans la petite enfance. D'où la très haute importance de la prise en charge de ces malades. Car, petit teasing de la prochaine vidéo storytelling, ils sont très nombreux. Je vous rappelle que vous pouvez rejoindre la chaîne, merci à tous ceux qui le feront, c'est un énorme soutien pour les vidéos que je vais faire. Les formats abonnés me coûtent extrêmement cher, de manière générale en fait ma chaîne, comme je commence à être de plus en plus délégué pour vous sortir de plus en plus de vidéos qualitatives. Donc merci à tous ceux qui me soutiendront avec ces abonnements. Je vous rappelle aussi que vous pouvez m'écouter en format audio sur Spotify, les vidéos sont mises que vous découvrez sur la chaîne YouTube un jour en avant sur Spotify. Il y en a aussi plein qui me découvrent là-bas en ce moment, donc c'est trop cool, je suis trop content de vous accueillir aussi là-bas. Pour ceux qui préfèrent écouter ça dans la voiture ou dans le lit le soir, avec des écouteurs, c'est toujours mieux. Et on espère un jour que ces injustices s'arrêteront. C'était Léo, à plus. I don't think we can capture the Devourer. We have to board it. Guys, can we capture the ship? We're almost boarding it. How is this not? Oh, here we go. Woo! Calm. Food. Okay, we have 2 healings. We have no gun juice. Shit. I cannot get hit! God damn it! Jesus Christ! There's too many guys! Holy shit! Guys, there's too many! It's too tight of a space! Calm. -1. -2. Wait! Where did that guy come from? He came from my ship? It's okay. Oh god. We go. Too many surrounding us. Calm. Calm. Jesus. No! It's okay, we can respawn. Jesus Christ, they're respawning like crazy. Calm. We can get our little boat. Jesus fucking Christ. The thing is, Closer, I cannot get hit, and if there is so many enemies, I can't parry them all.